En 2018, après plusieurs années dans des rédactions et des chaînes de télévision, je découvre le monde très prenant des startups. Des nouveaux mots comme levée de fonds, hypercroissance, rentabilité s'ajoutent ainsi à mon vocabulaire de journaliste. Depuis 3 ans, je prends part à des projets tous plus fous les uns que les autres, à réaliser en un temps parfois record et qui demandent un certain investissement. Je pensais m'être fait à ce rythme et à ce stress plutôt positif, qui me challenge constamment et durant lequel on ne se pose pas trop de questions, on fonce jusqu'à ce que ça prenne vie. Pourtant, un matin, je me suis levé en me disant que j'avais plus de mal, moins d'entrain, malgré l'envie de continuer à porter mes projets. Je me suis demandé pourquoi je ressentais ce mal-être, un peu interloqué aussi par les conclusions des autres à mon coup de fatigue. Le fameux « Oh c'est rien, t'es en burn-out, prends des vacances », que j'ai entendu un peu trop souvent dans ma courte carrière, non sans une pointe d'ironie. J'ai voulu comprendre cet épuisement émotionnel, comprendre ce mot galvaudé de burn-out et ce qu'il signifie vraiment. Pourquoi on le sort à tout bout de champ dès qu'on évoque une fatigue liée au travail. Comme si finalement, cette fatigue n'était pas si grave, ou pire, comme si on devait l'accepter comme faisant partie du package du succès. Je m'appelle Tristan et je me suis lancé dans une quête, comprendre ce qu'est réellement un burn-out, et si oui ou non, je m'en suis approché. La première idée qui me vient dans cette quête est d'en parler autour de moi et demander à mes proches s'ils connaissaient des gens qui avaient vraiment vécu un burn-out. C'est comme ça que je rencontre Mathilde. J'avais beau faire le travail de 3 personnes, mais c'était jamais assez. C'est-à-dire que je terminais ma journée avec plus de travail que je l'avais commencé et je mangeais plus, je dormais plus. Le soir, j'étais avec un coussin, en train de hurler dans un coussin. Mon boulot de rêve était devenu un boulot d'enfer. Mathilde a travaillé 5 ans en Asie pour développer les franchises d'une marque française de food and beverage. Après 4 premières années idylliques où elle découvre la vie active à Hong Kong, elle est mutée malgré elle à Singapour pour pallier temporairement au départ du general manager avant que ça ne s'éternise. En découvrant son histoire, je m'aperçois que le burn-out doit finalement être un plus long processus que ce que j'imaginais, et surtout que ça commence d'abord par une envie d'accepter tous les challenges qui se présentent. Pour moi, c'était une opportunité aussi d'apprendre des nouvelles choses, et puis comme c'était temporaire, voilà, pour moi, c'était pas... Au contraire, je le voyais vraiment plus comme on me fait confiance dans une situation de crise, c'était hyper valorisant pour moi. Et ce qui devait être temporaire a duré. En fait, sans m'en apercevoir, en l'espace de 6 mois, ma vie avait totalement changé. J'avais quasiment plus de vie sociale à Hong Kong parce que je passais ma vie à Singapour. Voilà, toute ma vie à Singapour était dédiée à mon travail. Donc, j'avais plus de week-end, j'avais plus de soirée parce que quand je rentrais le soir chez moi, mon job d'avant commençait. C'est-à-dire que toutes mes tâches d'avant, c'est-à-dire gérer les filiales Japon, projets chinois, etc., je pouvais les commencer qu'à partir de 19h, quand ma journée de General Manager Singapour était finie. Moi, j'avais l'impression de porter l'entreprise sur les épaules, et en équilibre en plus, sur mes petites épaules de 25 ans. On me disait, on compte sur vous, voilà, vous êtes la seule qui peut faire ça, etc. Donc je me sentais indispensable, on me faisait me sentir indispensable. Tu avais l'impression d'être un peu valorisée, on te disait, on te confie la filiale du pays, etc. C'était à la fois valorisant et rabaissant. Parce qu'on a le sentiment quand même qu'on a beau tout donner, c'est pas suffisant et qu'on coule en fait quand même. Plus j'écoute Mathilde, et plus elle me ramène à ce mélange de faiblesse, de culpabilité et d'impuissance que je ressens. En commençant mes recherches, je découvre que les premières personnes à avoir conceptualisé le burn-out dans les années 70 aux États-Unis observaient le plus souvent ce syndrome d'épuisement professionnel chez les personnes qui venaient en aide aux autres. Des travailleurs sociaux, des médecins, des avocats, des enseignants. Je me dis alors qu'il y a forcément un lien entre l'investissement que je mets dans mon travail et la réussite ou la satisfaction que j'espère en tirer. Pour comprendre d'où vient ce sentiment de ne pas y arriver, ou de faiblesse que je refuse d'accepter, je décide de me rendre en Suisse pour rencontrer Catherine Vazé, psychologue et spécialiste du burn-out depuis plus de 20 ans.
Après tant d'années à toujours refuser d'aller voir une psy, considérant à tort que je pouvais régler mes problèmes seul, j'ai finalement consulté quelqu'un. Moi, j'ai eu envie de venir vous voir parce que j'ai commencé moi-même à ressentir certaines choses que j'avais jamais vécues dans ma vie de salarié ou de travailleur. Et quels sont les symptômes spécifiques au burn-out ? Et peut-être une première chose qui me vient en vous voyant, c'est que j'imagine que vous êtes très engagé dans votre travail, que votre travail il est conséquent, il est important pour vous, il vous passionne peut-être. Ça veut dire que ça, c'est presque la condition nécessaire pour risquer le burn-out. C'est qu'on est engagé dans le travail, pour nous, c'est quelque chose qui est important, voire même, on s'identifie beaucoup à notre travail. Ça ne va pas arriver à quelqu'un qui est fainéant ou bien qui se tire des flûtes à son travail, ça va arriver à des gens qui abattent une lourde charge de travail sans problème, qui n'ont pas l'habitude de demander de l'aide, et puis qui sont à même de faire face à beaucoup de stress. En fait, dans leur carrière, on voit que c'est des gens solides. Donc ça, c'est important de voir d'abord ça, c'est est-ce que je suis à risque en tant que profil de la façon dont je travaille, dans mon attitude au travail, dans mon engagement au travail. Et puis, ce qu'on pourrait résumer aussi par rapport au burn-out, c'est que c'est un épuisement dû au stress chronique au travail. Le problème principal, c'est pas tellement l'histoire du stress, c'est un manque de récupération suite au stress. Et puis c'est là qu'on voit que le syndrome est enfermant, parce que plus on avance dans ce stress chronique, moins on va pouvoir récupérer, parce qu'on n'a plus les moyens de récupérer en fait. Pour la petite anecdote, la veille de ma rencontre avec Catherine, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, sans comprendre pourquoi. Elle avait enfin donné une explication à mes récentes insomnies et angoisses, dont je ne sortais plus et cherchais désespérément la cause. J'avais tenté d'y remédier de toutes les manières pour être en forme au bureau, en vain. J'étais toujours plus fatigué nerveusement et plus stressé. De retour à Paris, je cherche une explication scientifique à ce lien de cause à effet entre manque de récupération et burn-out. Je rencontre Gaëtan de la Villéon, docteur en neurosciences cognitives, qui m'explique pourquoi ce stress qui me boostait quotidiennement était finalement devenu néfaste. Ce qu'on appelle les temps de récupération est un phénomène absolument central pour éviter le burn-out et pour le bien-être général, voire même pour la performance au travail. En fait, la différence entre le stress aigu et le stress chronique, c'est que le stress aigu, c'est quelque chose de bénéfique qui va me permettre de mettre en action pour répondre à un challenge. Le stress chronique, c'est lorsque ce stress va survenir de manière répétée, voire continue dans le temps. Les temps de récupération, ils vont permettre à mon organisme de revenir à un état d'équilibre. Lorsque je suis en situation de stress, par exemple, je vais avoir une augmentation du rythme cardiaque, je vais avoir une augmentation de la sécrétion de ce qu'on appelle l'adrénaline, la cortisone, qui vont générer cet état de suractivation de l'organisme pour pouvoir y répondre. Mais ces hormones-là, elles peuvent devenir toxiques à plus long terme. Les temps de récupération vont me permettre justement de venir éliminer un certain nombre d'hormones, de pouvoir diminuer mon rythme cardiaque, ma tension musculaire, de pouvoir également restaurer mes fonctions cognitives. On sait par exemple que le sommeil, que ce soit durant la nuit ou pendant une courte sieste, va venir participer à une amélioration de la mémoire, de l'attention, de la créativité. Personnellement, je n'ai jamais été capable de méditer ou faire une micro-sieste en pleine journée de boulot. Je demande donc à Gaëtan et à ses collègues si le problème vient de moi et s'il est vraiment possible de se détendre sur commande. Il me propose alors de tenter une courte expérience de réalité virtuelle et d'exercice qui mêle cohérence cardiaque et relaxation. The experience you're about to have is designed to help you be mindfully aware in the present moment. Donc sur la droite, là, ce qu'on voit, c'est l'évolution en fait des ondes alpha qui sont mesurées à l'arrière de la tête de Tristan. Souvent, quand les individus sont détendus, en fait, ça a été associé à un niveau d'onde alpha élevé. À l'inverse, plus ils se sentent stressés, du coup, le niveau d'onde alpha diminue. Donc en gros, plus l'avatar est net et plus le niveau d'onde alpha de Tristan est élevé, ça veut dire que c'est censé représenter le fait qu'il essaie de se détendre. Breathe with me. Ce qui est intéressant, c'est qu'alors même que Tristan, là, il est finalement dans l'environnement le plus propice pour pouvoir se détendre et se relaxer et atteindre ces états de relaxation et faire augmenter cet alpha, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Ou en tout cas qu'il y arrive à certains moments, mais qu'à d'autres, finalement, il ressort de cet état de relaxation. Et donc, on peut se demander derrière, une fois en entreprise, dans des environnements qui sont beaucoup moins propices à ça, comment les salariés peuvent réussir à atteindre ces différents états de relaxation qui sont nécessaires pour finalement récupérer et faire retomber le stress.
Tenter tant bien que mal de me relaxer pendant leur exercice me rappelle la dernière fois où je me suis senti vraiment complètement détendu. C'était très loin du bureau et tout le stress que j'y associe. Les entreprises doivent à tout prix faire respecter ces temps de récupération. Ça doit pas, les temps de récupération, ça ne doit pas être une variable d'ajustement. Si jamais on ne respecte pas tous ces temps de récupération, je vais finalement venir diminuer mes capacités cognitives. Donc si je souhaite le lundi matin arriver au même niveau de performance, je vais devoir travailler plus. Donc je vais fournir ce qu'on appelle un effort compensatoire. Et là, petit à petit, il y a un cercle vicieux qui va s'installer puisque je deviens entre guillemets de moins en moins performant. La charge de travail et la pression étant la même, je vais devoir travailler plus fort, plus longtemps, et ainsi de suite, jusqu'à pouvoir malheureusement arriver dans un état pathologique et provoquer une forme d'écroulement du système. L'écroulement du système aura duré environ 1 an pour Mathilde. Une année durant laquelle elle ne s'est pas rendue compte que ce qu'on lui demandait était en fait assez lunaire, jusqu'au jour où un bref échange a mis fin au déni. J'ai appelé mon boss de Hong Kong pour lui dire, voilà, là, je vous demande juste, j'ai besoin de rentrer un week-end. Oui, rentrer chez toi. Je suis rentrée chez moi, tout simplement. Et on m'a balancé un « il n'en est pas question, c'est impossible, vous n'y pensez même pas ». Parce qu'il y avait trop de choses. Et c'est là que j'ai réalisé que même voilà, partir 2 jours avait des conséquences. Enfin, en tout cas, il me faisait sentir que c'était tout allait s'écrouler si je partais, en gros. Et quand on m'a dit ça, quand on m'a dit c'est mort, vous pouvez même pas rentrer un week-end, bah, je me suis dit, je suis même plus libre de mes mouvements, je suis même plus libre de faire quelque chose qui m'est dû. En plus, prendre des week-ends, c'est pas non plus aberrant. Et donc là, en fait, mon cerveau s'est mis en off. Comme si j'étais tombée dans les pommes et que j'étais dans un espèce de rêve éveillé. J'entendais même, on me posait des questions, j'entendais plus, je n'étais plus capable d'y répondre. Je voyais des mails qui arrivaient comme ça, le bruit du mail sur mon téléphone, sur mon ordinateur, je pouvais même plus les ouvrir en fait. Et je suis rentrée dans mon appartement singapourien. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait un collègue qui était venu des équipes de France. Et en fait, lui m'a vu passer. Et en fait, après, je me suis écroulée dans l'appartement, j'ai fait une crise d'hystérie. Et en fait, lui a appelé, du coup, ma direction. Il a dit, en fait, là, on l'a perdu. Et du coup, 10 minutes plus tard, je recevais un message de mon boss, le même qui m'avait dit, il n'en est pas question, etc. En me disant, je vous ai pris un vol dans 2 heures, vous faites vos valises, vous rentrez à Hong Kong. Et j'ai posé ma démission le vendredi suivant. C'est grâce à une aide extérieure qui l'a beaucoup poussée à démissionner que Mathilde a pu mettre fin à son calvaire. Mais elle m'a confié avoir mis 8 mois avant de retrouver l'envie de retravailler. Je me demande pendant combien de temps notre corps peut subir cet état de stress permanent qu'a connu Mathilde. D'après des essais cliniques connus, il faudrait un minimum de 6 mois de stress chronique avant de risquer d'entrer dans une zone où le corps commence à s'épuiser. En réalité, la plupart des personnes diagnostiquées en burn-out ont subi ce stress pendant au moins 1 an, voire 1 an et demi. Mais alors, quelles sont les grandes étapes avant l'épuisement complet ? Une fois qu'on a les premiers symptômes ou qu'on décèle les premiers risques potentiels d'un burn-out, est-ce qu'on voit une temporalité qui serait propre au burn-out ou c'est propre à chaque individu ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un processus qui évolue dans le temps. Il y a cette phase qui est une longue phase de résistance au stress dans laquelle on va être tendu. C'est une sorte de zone grise où on ne sait pas très bien où on en est. Et puis les gens luttent là-dedans. Si on ne fait rien, là on entre dans une zone beaucoup plus délicate où la personne va s'épuiser de plus en plus et ça va même s'accélérer. On est enfermé dans les symptômes. Plus il y en a, plus on lutte contre. Et puis moins ça marche, et plus c'est désespérant. Donc il y a aussi une atteinte au niveau de qui on est, au niveau de nos compétences. On se sent de moins en moins compétent là-dedans, parce qu'à force d'essayer de résoudre les problèmes, on en voit toujours plus, du coup on n'existe plus qu'à travers ça. À ce moment-là, ça devient vraiment extrêmement dangereux, parce que là on est vraiment dans la zone rouge. Et puis souvent, dans cette zone-là, on n'est pas conscient de ce qui se passe. Donc il y a une forme de déni qui va se développer au fur et à mesure qu'on s'épuise. Et puis plus on avance dans ce processus, plus il y a un sentiment d'impuissance qui va se développer
jusqu'à en devenir désespérant. Et il peut y avoir aussi, et c'est extrêmement grave, mais ça existe passablement, des idées suicidaires, voire même des gens qui tentent de se suicider, hein, donc ça peut arriver jusque-là. Donc ça peut être extrêmement grave au niveau de l'atteinte, au niveau émotionnel. Selon l'OMS, qui n'a toujours pas reconnu le burn-out comme une maladie professionnelle, plus de 300 millions de personnes dans le monde en souffriraient. Malgré cela, il est encore aujourd'hui trop souvent comparé à une forme légère de dépression, empêchant ainsi beaucoup d'autres diagnostics et une prise de conscience globale des risques liés au syndrome. En poursuivant mes recherches, je tombe sur un livre dont le titre m'interpelle, « Overbooké ». Son auteur, Rahaf Harfouch, anthropologue du numérique et écrivaine reconnue à plusieurs reprises par le New York Times, est une acharnée de travail. Elle a notamment contribué au succès de la campagne digitale d'Obama en 2008. Elle a aussi souffert d'un épisode sévère de burn-out avant de quitter les États-Unis pour venir s'installer dans un village de Bourgogne où elle me raconte son point de vue. I don't think many people know how severe it can be and how much of an impact it can have on your health. I absolutely blamed myself when I was in burnout, and I was very guilty. I think it's something where we put so much pressure on ourselves to succeed. We've been brainwashed to think that the only way to be successful is to work nonstop. So if I can't work nonstop, then what does that mean? That means I can't be successful, which means that I don't want my goals badly enough. It means I don't have what it takes to be successful. So then what happens? You turn all of that anger inwards and you say, why aren't I strong enough? Why can't I hustle harder? Because you're hearing stories of people, oh, I only sleep 3 hours a day. Oh, I get up at 4 a.m. And so you look and you compare yourself to other people. And I think that's the saddest part. I think that people blame themselves. And when you blame yourself, if you think it's your fault, you might not go to get help. And so I just thought that I was failing at being successful. L'histoire de Rahaf me ramène très vite à ce que j'ai ressenti en écoutant Mathilde. Cette idée de se comparer constamment aux autres. Plusieurs fois, je me suis demandé pourquoi je n'y arrivais pas, alors que mes collègues, eux, semblaient à l'aise. Plusieurs fois, je me suis demandé si j'étais finalement capable de répondre aux attentes qu'on plaçait en moi ou la confiance qu'on m'accordait. Savoir que des gens aussi brillants que Rahaf pouvaient ressentir ça me rassure et me noie en même temps dans un flot de questions sur ce qui peut clocher dans mon rapport au travail. Aujourd'hui, le burn-out est caractérisé par un certain nombre de ce qu'on appelle des risques psychosociaux, dont notamment l'intensité du travail, des rapports sociaux dégradés, une perte de sens dans son travail et une forme d'insécurité psychologique, la peur par exemple de perdre son emploi. On est dans une société où aujourd'hui tous ces critères explosent. L'intensité du travail, elle va se faire au cours de la journée, notamment du fait des outils numériques. En permanence, notre attention va être happée par un certain nombre, notamment de notifications numériques. On va avoir une circulation qui va exploser de l'information et on va avoir cette tentation de vouloir tout traiter. D'autant plus que notre cerveau a ancré au plus profond de lui le fait que la nouveauté est une forme de récompense. Et donc, il aime aller chercher de la nouveauté. Et donc, on va avoir une tentation à justement vouloir ouvrir plus souvent ses mails, traiter toutes les demandes qui nous arrivent. On va avoir aussi une augmentation de l'intensité sur la semaine. On va avoir une tendance plus forte à travailler le soir et le week-end. L'organisation, la direction, le manager, il a à sa charge de pouvoir anticiper, de telle sorte à ce que jamais un salarié n'ait à travailler le soir et le week-end. Je dis jamais, ça peut peut-être arriver une fois dans l'année, mais si jamais ça ne doit jamais se répéter, ça ne doit jamais venir quelque chose de structurel, de finalement pouvoir compter sur le fait qu'en période de charge, les personnes elles vont travailler sur leur temps de récupération, elles vont continuer à bosser jusqu'à 22h. Et malheureusement, on voit bien qu'il y a un problème culturel, voire sociétal, autour de cette question du temps et de la charge de travail. Many of the ideas that we have about work today, things that you and I think are completely normal, like the 9 to 5 or working Monday to Friday, those things, many of those things were created during the Industrial Revolution. They were created at a time when people were doing primarily manufacturing work. They were working in factories. And that's where we got the 8-hour workday. Creative work takes a much higher cognitive toll. It's a lot harder for you to spend the majority of your time problem solving, using your cognitive skill set in a way that's quite draining.
So for creative workers or knowledge workers, anytime when your job really requires you to think, or you're not doing the same task, science has shown that instead of 8 hours, we tend to max out at 6 hours. And that doesn't mean that after 6 hours our brains shut down. It just means after 6 hours we're tired, so we start making more mistakes and the quality of the work suffers. But yet, even though this example of the ideal worker was created, years and years and years ago, we still use it as a standard today because that's the way that businesses evolved. So one of the biggest questions that I ask in my work is, what would a system of work look like if it was designed by us, by the knowledge workers, by the creatives, by the people that have to problem solve? What if we design the systems for ourselves instead of using systems that were designed by others? So I came up with this performance cycle, which is a cycle with 4 parts in it. These are some of the notes that I took when I was doing my own research and my own experiments. I did a bunch of different things. There's the replenishing, when you're building energy. There's peak performance. There's when you get drained, and then there's recovery. And I took my timer and I started timing myself when I was writing. That's how I found out that my peak time was between 90 minutes and 2 hours. So I started learning that if I wanted to do more, I actually needed to work less, which is very, very counterintuitive. Rahaf a su rebondir en repensant complètement sa façon de travailler et son rapport à notre bien le plus précieux, notre temps. Si je commence bien à me rendre compte de tous les changements nécessaires à mon quotidien, je reste sceptique quant au fait de pouvoir adapter aussi facilement ma vie à ses besoins, tout en étant salarié et avec des collaborateurs qui comptent sur moi. À mesure que j'avance dans mes réflexions, je commence à mieux comprendre ma part de responsabilité, mais aussi les choses dont je ne suis pas toujours maître. Aujourd'hui, on est dans une société où très souvent on va faire porter la charge à l'individu. C'est à lui de venir méditer, télécharger des applications, faire ça chez lui le soir. L'entreprise, en réalité, elle a beaucoup de leviers à sa main. La première des choses, c'est de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience globale et donc de venir sensibiliser chacun des salariés et des managers et manageuses sur ce sujet-là, et de faire en sorte qu'il y ait aussi un langage commun autour du burn-out et autour des risques psychosociaux. Ensuite, elle va pouvoir agir sur un certain nombre de leviers plus organisationnels, puisque la question, elle vient bien du travail et pas d'autre chose. Elle va pouvoir mettre en place des dispositifs pour anticiper les périodes de forte charge, par exemple. Elle va pouvoir essayer de faire en sorte qu'à un niveau local, les managers et leurs équipes puissent avoir des marges de manœuvre dans l'organisation de leur travail. Finalement, une équipe de comptabilité, une équipe de ressources humaines, une équipe d'agence média ne vont pas travailler de la même manière. Et il faut qu'au sein d'une organisation, chaque manager puisse décider au contact de son équipe de voir comment il souhaite s'organiser, quels sont les signaux d'alerte, qu'est-ce qu'une urgence, pour éviter par exemple que des salariés pensent que tout est urgent. Avant de comprendre ce qui m'arrivait, un des sentiments les plus difficiles à encaisser a toujours été pour moi le manque de reconnaissance que j'ai pu ressentir, voire même une forme d'injustice. Je ne voyais que ça, un verre à moitié vide. J'essaie désormais d'évacuer ces émotions négatives tant bien que mal avec les méthodes enseignées. Quelles sont nos ressources principales qui vont nous aider à récupérer dans notre vie privée? Qu'est-ce qui va vous changer les idées, qui aide à me poser des limites au travail, en fait? Comment je cadre toutes ces ruminations envahissantes, toutes ces inquiétudes du travail qui vont se manifester en dehors, qui m'empêcheraient de récupérer? Le principe de base, c'est que faire exister ces ruminations quelque part, pas vouloir les faire disparaître, se battre contre, lutter contre, les faire exister, mais dans un cadre que moi je donne, et déposer à l'extérieur de soi, soit sous forme d'écriture, donc écrire pendant 10 minutes par exemple, tout ce qui me préoccupe, poser sur papier, ça évite que ça tourne tout le temps en rond dans la tête, ou alors, on appelle ça des fois vider son sac, c'est que je parle de manière intense, émotionnelle à quelqu'un, je raconte tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai sur le cœur, etc., qui m'aide à déposer aussi ça quelque part auprès d'un proche. Et puis, être attentif aussi, ça fait partie du kit de survie. Oser demander de l'aide. Oser se retirer sans penser qu'on est en train d'avoir une faille ou que c'est une erreur ou qu'on se culpabilise. S'autoriser à se mettre à l'abri, ce qui n'est pas si facile que ça à faire pour quelqu'un de type fort. For me, the most important thing
that a person can do is start to question their own relationship with work first. Yes, there's a job for companies and governments and policies, but first and foremost, we as human beings have to start asking ourselves questions. You know, do you use your job to validate yourself? Do you get validation from your job? Do you feel worthy and successful because you're busy all the time? What did your parents teach you about work ethic? What is your own definition of success? Who are the people that you admire that are successful? What do you think makes them successful? And to slowly, over time, start peeling back the layers so that you can start to understand this relationship between self-worth and work. Because if you manage to break this, then you're free. And you're actually free to do really great work because you can love your work, you can be passionate about your work, you can pursue big goals, but you fundamentally understand as a human that your self-worth is not determined by your job, it's not determined by your inbox, it's not determined by your to-do list, and it's not determined by what you write on LinkedIn, that you have value as a human being. Rahaf a été ma dernière rencontre dans cette quête pour comprendre. Je suis rentré chez moi avec l'envie de prendre tout ça en main avant de ne plus pouvoir le faire. Si toutes ces recherches et rencontres m'ont beaucoup aidé à expliquer ce qui m'arrivait et à éviter un éventuel burn-out, ça m'a surtout fait prendre conscience de l'importance d'en parler pour se préserver. J'ai commencé par mes collègues les plus proches, puis j'ai appelé mon N+1, puis mon N+2, la DRH, et j'ai même fini par prendre un café avec le fondateur de la boîte, qui m'a d'abord déculpabilisé, rassuré, avant de me rappeler pourquoi je croyais à ce projet, à tous ceux d'avant et surtout au prochain.